Écoutez ce nouvel extrait vidéo que je viens de vous sélectionner sur le direct 117 de François Asselineau. Quelle est sa position sur les enjeux culturels et artistiques français et ce qui est prévu dans son programme? Donc écoutez et surtout vos réactions. À plus tard. Une question de Anthony. Compositeur et professeur au conservatoire, je suis surpris que les enjeux culturels et artistiques français soient peu abordés dans vos analyses. Alors que mes étudiants et de nombreux musiciens professionnels considèrent la France comme un terrain sinistré qui les contraint à s'expatrier vers l'Allemagne, la Suisse ou l'Autriche, un mal que Debussy diagnostiquait déjà en 1915 en dénonçant l'adoption de modèles étrangers incompatibles avec le génie français hérité de Rameau, quelle est votre vision sur le sujet et quelles mesures concrètes prendriez-vous si vous étiez élu président de la République? Encore une question très originale, c'est pas mal. C'est un procès un petit peu faux que cet interlocuteur veut faire. Il dit pas que vous n'abordez pas. C'est vrai que j'en parle pas tous les 4 matins. Mais enfin, je me permets de dire à toutes les personnes que ça intéresse d'aller se reporter sur la version en ligne du programme qui est celui de 2022, qu'on est en train de mettre à jour pour 2027. Ils constateront qu'à la page culture, il y a quand même des choses vraiment tout à fait importantes et intéressantes. Et notamment la volonté de sortir le peuple français de l'hypnose dans laquelle il est soumis par les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire de développer non pas un renfermement sur soi-même, comme on veut bien nous, parce que les gens croient que le contraire de la soumission aux États-Unis, c'est de s'enfermer dans une cave. Non. Au contraire, moi j'oppose l'ouverture sur le monde à l'américanisation, parce qu'en fait, c'est pas au sens propre, c'est pas de la mondialisation qu'on a imposée au peuple français, comme au peuple d'Europe occidentale, c'est une américanisation. Donc par exemple, j'ai déjà dit que sur toutes les radios et chaînes de télévision, moyennant des amendes si ces radios ne le respectent pas, c'est de limiter le nombre de chansons américaines, mais en revanche d'accroître la présence non seulement de chansons françaises ou de films français. Il y a énormément de films ou de pièces de théâtre français qu'on ne voit pas à la télévision. Voilà, je rappelle que c'est les accords Bloomberg de 1946, où les Américains, en échange du plan Marshall, ont imposé au gouvernement de la 4e République, mené avec Léon Blum, l'idée qu'il y avait 140 ou 150 salles de cinéma qui allaient diffuser des films américains. Il s'agissait bien d'une colonisation des esprits. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une beaucoup plus grande ouverture sur la France, sur les traditions françaises, mais aussi sur le monde. J'ai déjà raconté 50 fois, il y a des films extraordinaires qui sont faits au Sénégal, en Afrique francophone, au Moyen-Orient, en Russie, en Chine, au Brésil, à Taïwan, au Japon, en Corée, voilà. Donc en Inde, voilà, le plus grand producteur de films au monde, c'est ce qu'on appelle Bollywood, les studios de Bombay, qui produisent beaucoup plus de films que les États-Unis. Voilà. Donc j'aimerais que les Français ouvrent leurs oreilles et leurs yeux, puis qu'ils voient que le monde est formidable, le monde est vaste, comme disait De Gaulle, et la France a un grand jeu à y jouer. Voilà. Donc je suis favorable à ça. Je suis également favorable à ce que tout ce qui concerne le répertoire français, que ce soit les films, que ce soit la musique, que ce soit le roman, etc., reviennent, soient mieux présentés, parce que maintenant, il fut un temps, c'était sous De Gaulle et sous Pompidou, on avait remis un peu au goût du jour les Indes galantes de Rameau, puisque je crois qu'il parle de Rameau à un moment, cet interlocuteur. Il y a quand même, c'est ça, oui. Mais il y a des quantités de choses. C'est pas seulement le XVIIe siècle, ça peut être aussi au XIXe ou XXe siècle. Il peut y avoir, je sais pas, Fauré. Il y a des compositeurs Debussy, il y a des choses tout à fait extraordinaires en fait dans les compositions modernes, du XXe siècle. Pour être honnête, je suis un petit peu moins convaincu par la musique sérielle version
Boulez, mais bon, ça c'est mon côté peut-être un petit peu, je trouve que c'est très difficile à écouter. Il y a une question de fond que pose cet interlocuteur, mais qui alors là n'a rien à voir ni avec l'Europe, ni avec le monde d'aujourd'hui. C'est une question vraiment importante qui consiste à quel est le type d'éducation musicale qu'il y a en France. Et moi, j'ai déjà eu l'occasion, je ne sais pas si je l'ai dit dans un direct, sinon c'est une répétition. Quand j'étais petit, quand j'avais 7 ou 8 ans, moi j'étais assez tenté de jouer du piano. Bon. Et ma mère m'avait dit très bien, on va te faire suivre des cours. Il y avait dans les mairies, il y avait le conservatoire municipal où l'on pouvait aller pour apprendre le piano. Et je me rappelle, j'avais 8 ou 9 ans. Et je me rappellerai toujours, c'était un trauma enfantin, c'est que j'étais allé avec ma mère, on était allé voir une dame, un peu professeure de musique comme ça, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'avait pas su s'y prendre, puisqu'elle avait dit, de toute façon, elle avait dit sur un petit ton comme ça, un petit peu pet sec, de toute façon, il est hors de question qu'il touche à un piano pendant 2 ans. Ça sera du solfège, du solfège, du solfège et du solfège. Alors j'avais dit à maman, j'ai dit mais c'est quoi tout ça? En fait, elle m'avait dégoûté. Voilà, je m'étais dit non, vraiment, ça me déplaisait, j'avais pas envie. Voilà. Donc elle avait réussi à dégoûter. Et ça, je pense que c'est un travers qu'il y a dans l'éducation de façon générale en France, c'est que les Français adorent faire des choses très conceptuelles et demander à des gens qui n'ont pas la maturité intellectuelle suffisante de faire un effort qui est au-dessus de leur force. Un enfant de 8 ans ou 9 ans, on ne l'intéresse pas. Enfin, je parle à un professeur, peut-être qu'il ne sera pas d'accord avec moi, mais on ne l'intéresse pas à la musique en lui faisant apparaître le truc comme extrêmement rébarbatif. Voilà. On lui intéresse à la musique si on lui dit tiens, vas-y. Et je le dis d'autant plus qu'il se trouve justement que les pays qu'il cite, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, sont des pays de tradition germanique. Et il se trouve que quelques années après, je dois avoir 13 ou 14 ans, j'étais allé dans des échanges scolaires, j'étais allé passer un mois en Allemagne, à plusieurs reprises, mais enfin notamment un premier mois. Je devais avoir 15 ans ou 16 ans. 15 ans. À Regensburg. Regensburg, c'est qui a été, en France, on appelle ça Ratisbonne. Il y a Napoléon qui a été blessé à Ratisbonne. Regensburg, c'est une ville de Bavière qui se situe à environ 80 km au nord de Munich. Et j'étais allé dans une famille allemande où il y avait le père, la mère, et puis il y avait 2 enfants. Il y avait le fils aîné et puis la fille. Et moi, j'avais l'âge du fils aîné. Sa sœur avait 2 ans de moins. Donc pendant un mois, j'avais vraiment sympathisé. J'avais sacrément amélioré ma connaissance de la langue allemande, évidemment, puisque j'étais un peu lancé dans le grand bain. Mais surtout, ce que j'avais noté, c'est que à la fois ce garçon qui s'appelait Michael et sa sœur qui s'appelait Doris, jouaient du piano et bien, pas mal du tout. Enfin, celui qui avait mon âge, qui avait 15 ans, c'était vraiment pas mal. Enfin, moi, je trouvais ça pas mal. Et sa petite sœur qui avait 12 ans ou 13 ans, en tout cas beaucoup mieux que ce que moi je faisais. Et donc j'avais demandé comment il faisait, etc. Et j'avais appris tout simplement que le processus n'était pas du tout le même qu'en France. C'est-à-dire qu'à l'âge de 4 ans ou 5 ans, on les met devant un piano et puis ils tapent. Voilà. Et puis en tapant sur un piano, comme ça, de temps en temps, ils ont envie que ça soit mieux. Donc ils se renseignent. C'est comme ça qu'on donne envie à des enfants. Et puis après, ils commencent à connaître. Tiens, ça serait peut-être pas mal si je connaissais les notes de musique. Tiens, ça serait pas mal si je commençais à comprendre les accords, etc. Et puis les gammes. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'était passé. Donc je crois qu'il y a une tradition très très solidement établie dans les pays germaniques puisqu'on parle du piano, mais aussi d'ailleurs de la musique. De façon générale, je pense que je suis assez d'accord avec le fait qu'il faudrait que la France, ça n'a jamais été quand même un très grand, enfin je dis peut-être une horreur, mais c'est quand même pas un pays qui a fait les plus grands opéras. Les plus grands opéras du monde, c'est quand même l'Italie et l'Allemagne. On a quelques opéras magnifiques, mais on est quand même un petit peu, je vais peut-être me faire lyncher, mais on est de notoriété mondiale, on est un petit peu
les numéros 3, je pense, après l'Italie et l'Allemagne. Mais je pense que, vous savez, il y a un proverbe en français qui est un beau proverbe qui dit, d'ailleurs je crois que c'est d'origine latine, qui dit la musique adoucit les mœurs. Et c'est vraiment important. C'est que moi j'ai remarqué que toutes les personnes qui savent jouer d'un instrument bien, ils ont quelque chose en plus. Et c'est un de mes regrets, c'est une de mes carences, que j'avoue sans embâche, c'est que je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Pourtant, j'aime bien écouter de la musique. En particulier, moi, ma période favorite, c'est la période baroque. Mais j'aime bien aussi écouter d'autres choses. J'aime bien aussi le 19e siècle, et même aussi le 20e siècle, il y a des choses vraiment formidables. Mais j'ai cette carence, et je pense que des gens qui sont compétents pour jouer un instrument de musique, j'ai remarqué assez souvent, ils avaient, et c'était des esprits assez intellectuels, et souvent, enfin je vais peut-être dire encore une erreur, mais plutôt assez bons en maths. Parce que c'est quelque chose de très cérébral, en fait, intégrer la musique. Et je pense que si on pouvait développer l'apprentissage, pas seulement du piano, mais ça peut être aussi bien de la clarinette que du violoncelle, etc., etc., mais aussi du chant, il ne faut pas oublier l'art lyrique, il ne pourrait en déduire qu'une société un petit peu plus apaisée, plus douce. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelque temps de cela, l'empereur du Japon en personne s'est produit en jouant du violon. C'est inimaginable, en fait. Voilà. Donc je pense que imaginons... alors si je suis élu, ça ne sera pas mon cas, je serai incapable de jouer du violon étant à l'Élysée. Mais puis il y a un certain nombre de ministres, en revanche, qu'on dira, d'anciens ministres qui, eux, auront peut-être leur place au violon, comme on dit, c'est-à-dire les mettre sous arrestation. Mais bon, voilà un peu mon point de vue. Donc en tout cas, pour ce qui me concerne, voilà, je suis persuadé qu'il faut absolument favoriser l'enseignement, d'ailleurs des beaux-arts de façon générale. Moi, je suis encore plus passionné par la peinture. La peinture, l'architecture, la sculpture. Voilà. On n'enseigne pas la beauté, en fait. Il faut absolument réenchanter un petit peu le peuple français en lui montrant qu'il a été capable de beautés indicibles, en fait, et beautés extraordinaires. Et d'ailleurs, je terminerai un petit peu là-dessus. Il y a vraiment une espèce de captation d'héritage assez abjecte lorsque je vois Macron inviter Donald Trump à se promener dans la Galerie des Glaces. J'ai même vu qu'il a fait un tweet, Macron, en disant « c'est là que tout a commencé ». Mais quoi ? Qu'est-ce qui a commencé, en fait ? Il veut dire quoi, Macron ? Si c'est le couple franco-allemand, ça a mal commencé. C'est en 1871, la proclamation du Deuxième Reich bismarckien. C'était une humiliation totale pour la France. Bravo. Si c'est le traité de Versailles après la Première Guerre mondiale, ça ouvrait directement tout grand la voie à la Deuxième Guerre mondiale. Donc si on parle des Versaillais, c'est pas génial non plus. C'est les troupes qui s'étaient ralliées aux troupes étrangères pour mater la Commune de Paris dans le sang. Donc, mais c'est vrai qu'il y a à Versailles quelque chose de vraiment très extraordinaire, auquel personne, ni français ni étranger, n'est insensible. C'est, reconnaissons-le, c'est le plus beau château du monde, c'est le symbole de l'absolutisme français, avec tous les inconvénients que ça a pu avoir, mais aussi tous les avantages. Et surtout dirigé par un chef d'État, Louis XIV, qui a d'une main de fer imprimé sa volonté, qui fait que 400 ans après, 350 ans après, ou 311 ans après son décès, en 1715, le monde entier est toujours admiratif de la France. Ah. Donc ça, et pourquoi c'est extraordinaire, c'est aller à Versailles, c'est la beauté partout. Et pas seulement Louis XIV, la chapelle de Louis XV, c'est admirable. Comme d'ailleurs quand on se rend... c'est vraiment une réflexion sur la beauté. Tiens, j'ai fait une interview avec Paul-Marie Couteau, d'ailleurs, qu'on va bientôt sortir, justement, où ça se termine justement là-dessus, sur la question de la beauté dans le monde. Il faut réenchanter la vie en Occident. L'Occident est sans doute une des civilisations qui a le plus mis en avant la beauté pendant un temps de son histoire. Mais de la beauté, on en trouve partout, parce qu'il y a la beauté occidentale, mais il y a aussi une très grande beauté
Voilà, si vous allez à la Villa Katsura à Kyoto, au Japon, c'est voilà. Si vous allez voir des icônes russes en Russie, si vous vous intéressez aux arts premiers, comme on le dit, qui sont peut-être un petit peu moins beaux formellement, esthétiquement, mais beaucoup plus puissants du point de vue de la présence, etc. Il y a des multiples formes de beauté, mais ce qui est surtout impressionnant, c'est que la beauté est intemporelle et elle est transculturelle, si j'ose dire. C'est que dès que vous voyez quelque chose de très beau, le monde entier comprend, tous les êtres humains sur Terre comprennent que c'est très beau. Voilà. Donc c'est vraiment important de dire ça. Et d'ailleurs, je vais dire, tiens, un petit coup de chapeau. C'est pas fréquent dans ma bouche par rapport aux gens dont il s'agit. C'est le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire. Anne Hidalgo a transformé Paris en poubelle. Et Emmanuel Grégoire, pour lequel je n'ai pas voté, Emmanuel Grégoire, quand il a pris ses fonctions de maire de Paris, il a dit qu'il voulait remettre de la beauté dans Paris, que les Parisiens avaient besoin de beauté. J'ai cru voir un projet d'aménagement de la place de la Concorde qui m'a paru plutôt joli. Attendons de voir la suite, mais c'est quand même pas très compliqué en fait. Il suffit que de le vouloir.